Nous allons passer la parole donc, à notre guest du jour, le professeur Zographos, s'il vous plaît. Je suis heureux de saluer la présence de Léonidas et de le remercier de sa participation, car il a acquis une expérience unique au monde dans ce domaine et il va nous en faire partager et nous en donner la primeur. Merci d'être avec nous, Léonidas, et bravo d'avance. Alors, je vais en tout premier lieu remercier le professeur Koskas pour son invitation. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de me trouver parmi vous à Paris, dans la Société française de rétine, pour parler d'un sujet qui me passionne les derniers temps, l'emploi de l'OCT-angiographie en oncologie oculaire. Alors, en quoi on pourrait théoriquement et pratiquement utiliser l'OCT-angiographie en oncologie oculaire? D'abord, pour l'évaluation de l'angioarchitecture de la rétine au contact de la tumeur. Ensuite, pour évaluer la micro-angioarchitecture des tumeurs de petite taille et surtout des tumeurs qui ne sont pas trop épaisses. Ensuite, pour évaluer les modifications microvasculaires de la rétine induites par l'irradiation. Et enfin, pour évaluer l'efficacité du traitement par anti-VEGF de la maculopathie radique. Et commençons par le premier sujet. Depuis longtemps, on a dit qu'on n'arrive pas à examiner tout ce qui se trouve derrière l'épithélium pigmentaire. Donc, on laisse tomber et on fait autre chose, on s'occupe d'autre chose. Et je me suis dit qu'il serait quand même possible d'utiliser l'OCT-angiographie pour venir en aide dans le diagnostic différentiel des petites tumeurs pigmentées. Et là, j'ai fait une étude sur 21 cas qui ont tous été examinés par photographie, angiographie fluorescéinique, ICG, OCTB, OCT en face et OCT-angiographie. Alors, tous ces cas-là, ils ont un diamètre moyen de 4 mm, une épaisseur moyenne de 0,9 mm, et j'insiste sur la faible épaisseur pour qu'on puisse avoir des résultats. Et c'est ça qui est très important, une période d'observation moyenne de 4,7 ans pour être sûr que tous, c'est des névis à rien d'autre que des névis. Alors, tout d'abord, le réseau capillaire superficiel et le réseau capillaire profond de la rétine. Dans la moitié des cas, il était régulier et uniforme, et dans l'autre moitié des cas, il présentait des altérations mineures. Mais rien à tirer de ce côté-là. Le seul cas qui avait une petite irrégularité, c'était situé dans le réseau superficiel et non pas dans le réseau profond. Autrement dit, l'étude de ces deux réseaux, quand il s'agit d'un névus, selon toute vraisemblance, elle est normale, ce qui n'est pas toujours le cas dans des cas de petits mélanomes, même à distance de la tumeur. Ensuite, regardons tout ce qui se passe en dessous de l'épithélium pigmentaire. Et là, dans 10 cas, autrement dit, dans la moitié des cas de névis un peu étendus, il va sans dire, on observe l'existence d'une fenestration de l'épithélium pigmentaire. La fenestration, je vous la montre ici, elle est là. Et à travers cette fenestration de l'épithélium pigmentaire, on voit la vascularisation intratumorale. À quoi ça correspond, cette fenestration? Cette fenestration correspond à des plages de l'épithélium pigmentaire qui sont hypo-autofluorescentes. Autrement dit, à des zones de l'épithélium pigmentaire où l'épithélium pigmentaire est présent, on le voit à l'OCTB, mais dont le métabolisme est altéré. Autrement dit, quand le métabolisme de l'épithélium pigmentaire est altéré sur la surface d'une tumeur névique, on voit les vaisseaux qui se trouvent dessous. Et en même temps, il faut que la choriocapillaire aussi soit en partie désactivée pour qu'on puisse voir légèrement de façon plus profonde. Voilà ici un autre exemple d'une fenestration, elle est là, et on voit les vaisseaux qui se trouvent dans la tumeur. Et ces vaisseaux-là, en réalité, dans 3 cas, ils se projettent dans les couches rétiniennes superficielles et on a l'impression que c'est des néovaisseaux situés dans la couche de la rétine externe. En réalité, c'est un artefact qui est créé dans certaines situations particulières où on a l'impression d'un faux lacis néovasculaire qui correspond à la vascularisation propre de la tumeur et qui est projeté à travers une fenestration de l'épithélium pigmentaire. Quand la tumeur est particulièrement fine,
0,5 mm d'épaisseur qu'on voyait ici. Nous pouvons voir même un peu en dessous et voir les gros vaisseaux de la choroïde. Et là, on voit la fenestration dans l'image supérieure ici. Et dessous, on peut voir quelques vaisseaux qui sont anormalement dilatés, boudinés et avec une anatomie qui sort de l'ordinaire. Mais ceci, on peut le voir uniquement si l'épaisseur que nous devons traverser est très fine. À quoi ça peut nous servir l'examen de la fenestration? Ça peut nous servir à suivre l'évolution. Dans le cas que vous voyez ici, le diamètre de la fenestration qui était de 4,9 mm², en espace de 6 mois, il a passé à 5,1 mm². Autrement dit, il a présenté un faible élargissement. L'élargissement de la zone de la fenestration, autrement dit, de la zone de inactivation de l'épithélium pigmentaire qui permet de voir dessous, elle peut varier avec le temps et ceci pourrait constituer un élément qui pourrait être pris en compte dans le diagnostic différentiel. Alors voyons maintenant ce qu'on va voir avec ces tumeurs-là quand on regarde la couche des vaisseaux choroïdiens profonds. Et alors là, on a deux possibilités. Soit la tumeur est située au pôle postérieur et l'architecture vasculaire que nous voyons est une architecture anarchique constituée de vaisseaux tire-bouchonnés et de vaisseaux qui présentent une maille mal définie. Soit la tumeur est située vers la périphérie, et là nous commençons à voir la disposition radiaire des vaisseaux vers la périphérie. Et quand on regarde à la périphérie, il va sans dire qu'avec l'ICG, on a une image beaucoup plus globale, mais avec l'angio-OCT, qui est l'image supérieure ici, on a une impression de vision beaucoup plus nette des détails de cette vascularisation. Alors, n'oublions pas quelque chose, c'est qu'en périphérie, l'épaisseur de l'épithélium pigmentaire, elle est extrêmement fine. La choriocapillaire en périphérie équatoriale là-bas, elle est pratiquement inexistante. Autrement dit, nous avons pour la première fois la possibilité de voir l'angioarchitecture de la vascularisation choroïdienne sans faire aucune injection et de l'étudier. Et ça, indépendamment de l'oncologie oculaire, ça ouvre un chapitre pour l'investigation avec OCT-angiographie de toutes les lésions qui pourraient se trouver dans la périphérie équatoriale et qui devraient constituer une nouvelle ouverture d'esprit pour qu'on puisse les étudier avec l'OCT-angiographie. Alors, arrivons maintenant à ceux pour lesquels nous utilisons le plus l'OCT-angiographie, qui est la maculopathie radique. Alors, la maculopathie radique, il faut que je vous le dise, commence avant l'irradiation. Le seul fait qu'il y a une tumeur à proximité de la macula crée une rupture de la barrière hémato-rétinienne externe. Le soulèvement séreux qui soulève la fovea produit une désintégration de la rétine externe. Celle-là, elle produit une modification du métabolisme de la rétine intermédiaire et une disparition physiologique de la vascularisation de la rétine externe, raison pour laquelle on ne la voit plus à l'OCT-angiographie. Donc, on a la maculopathie radique avant l'irradiation et par la suite. Qu'est-ce que c'est la maculopathie radique? Celle-là, c'est trois choses mises ensemble. Le premier, c'est la rupture de la barrière hémato-rétinienne interne, autrement dit, les vaisseaux de la rétine dont la paroi est lésée et il exsude, on voit ça à l'angiographie avec une diffusion, un soulèvement séreux et un œdème à l'OCT mode B. C'est la rupture de la barrière hémato-rétinienne externe, je viens de vous le montrer, c'est l'exsudation qui produit une désintégration de la rétine externe et c'est la microangiopathie vasoclusive qui, elle est le mieux imagée par OCT-angiographie. En plus, c'est une pathologie qui est progressive. En espace de 6 mois, on voit qu'il y a une déperdition vasculaire qui se poursuit et il y a un élargissement de la zone de non-perfusion centrale. Alors, je vous ai déjà parlé à Paris au mois de janvier de ces sujets-là. J'avais moins de cas, maintenant il y en a un peu plus, c'est 155 cas, examinés tous avec angiographie, ICG, angiographie en face, etc. Et on avait trouvé que, je vous avais dit que l'élément essentiel pour prédire la fonction visuelle, c'est l'état de la région capillaire externe. Alors, le docteur Maté, qui travaille à Lausanne, a fait une étude
multivariante extrêmement mathématiquement très poussée, beaucoup plus que ce que je pourrais faire. Il a trouvé qu'il y en a en réalité deux éléments qui sont significatifs. Sans nul doute, avec un P0001, l'état du réseau capillaire profond. Ici, vous avez un exemple d'un réseau capillaire profond qui est interrompu avec un réseau capillaire superficiel qui est intact, mais aussi avec également un P de 0,01, c'est la structure de la superficie et la superficie du réseau capillaire superficiel. Ça aussi, ça entre en ligne de compte. Alors, personne ne sait pourquoi l'état du réseau capillaire profond est un élément statistiquement significatif. On peut émettre des hypothèses, et personne ne sait non plus pourquoi, quand il y a une déperdition du réseau capillaire superficiel, quand la déperdition est mineure, la liaison vasculaire des réseaux périfovéaux est égale entre les artérioles et les vénules, et quand il y a une déperdition, ce qui est perdu, c'est essentiellement et principalement le côté veineux des réseaux capillaires périfovéolaires. On ne peut pas le savoir. J'ai examiné un tas de cas et c'est toujours la même chose. Alors, nous avons pris en considération que dans 82% des cas avec interruption du réseau capillaire profond, il y a une fenêtre thérapeutique. Nous avons ramassé 45 cas qui sont bien balancés, 22 avec un protocole d'une injection tous les 2 mois, 23 cas avec des protocoles divers. Le no-flow area est pratiquement la même, mean-flow density à peu près la même, etc. Et nous avons trouvé, et ça c'est encore une image que je vous avais montrée en janvier, que 20 sur 21 cas traités avec une injection tous les 2 mois conservent la même acuité visuelle, et 18 sur 23 cas qui ne sont pas traités avec une injection tous les 2 mois perdent l'acuité visuelle. Alors, l'élément nouveau que je ne vous ai pas montré en janvier, c'est celui-là. C'est grâce au docteur Dawish qui a repris mes statistiques d'une façon un peu plus professionnelle, le fait de dire que la BIN, l'acuité visuelle moyenne, qui se maintient quand on fait une injection selon protocole à 6 mois, se maintient également exactement de la même façon sur une année, et que quand on perd l'acuité visuelle sur 6 mois, on continue de la perdre si on ne passe pas dans une injection selon le protocole dans les 6 mois suivants. Et ça, c'est un élément nouveau très important qui prolonge l'étude sur une année. Il va sans dire, il faut voir ce qui va se passer plus loin. Mais pour l'instant, on a déjà des renseignements sur une année et c'est déjà un point positif. Qui se confirme d'ailleurs avec l'étude de Ivan Hakim de Boston, qui a injecté les malades tous les 2 mois pendant 2 ans, simultanément avec le traitement, et qui a trouvé une statistique statistiquement parfaitement significative de différence de l'acuité visuelle pour les petites tumeurs entre les cas qui ont été injectés et les cas qui n'étaient pas injectés, et une différence qui est proche à la significativité, sans l'être totalement pour les plus volumineuses tumeurs, mais là, le Toxic Tumor Syndrome also, il entre également en considération, et donc on ne peut pas tenir compte. Alors, pourquoi l'injection intravitréenne de anti-VEGF préserve la vascularisation? La question est ouverte. On a remarqué que parmi les cas injectés tous les 2 mois, la perte de la superficie est de 21%, tandis que pour les cas hors protocole, la perte de la superficie double. Pourquoi? J'ai émis l'hypothèse, il y a quelque temps, d'une protection, d'une vasoprotection grâce à l'anti-VEGF qui empêche les mitoses et par conséquent la perte cellulaire, mais il peut en avoir d'autres. Il y a l'effet vasorégulateur de l'anti-VEGF quand on évite une très grosse expression de VEGF, on arrive à avoir une régulation et une vasoconstruction des vaisseaux normaux. Bon, quoi qu'il en soit, au point où nous nous trouvons maintenant, on peut dire que l'utilisation de anti-VEGF
pour la prévention et pour le traitement de la maculopathie radique est un élément extrêmement positif qui va permettre de conserver une vision utile dans un bon pourcentage de malades qui autrement auraient perdu la vision. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette super présentation et merci pour cette conclusion très importante, le rôle préventif et non pas seulement curatif. Et je crois que c'est vraiment le point qu'il faut garder en mémoire, ce traitement préventif d'emblée, au début même du traitement par radiothérapie. Merci. Je peux? Oui, bien sûr, Yves. Professeur, juste une petite question. Dans les mélanomes relativement périphériques, est-ce que vous observez une raréfaction de la densité vasculaire capillaire de l'œil atteint par rapport à l'œil contralatéral, comme ça avait été dit? On peut l'observer. Ceci est lié à l'effet toxique de la tumeur. Ça crée une réaction inflammatoire maculaire. Et la réaction inflammatoire maculaire, elle est susceptible de dégénérer une partie du réseau capillaire. Sans qu'il y ait pour autant de décollement séreux. Sans qu'il y ait décollement séreux, sans qu'il y ait exsudation, sans qu'il y ait irradiation. Dès lors, est-ce qu'on peut imaginer de surveiller les névis choroïdiens par des analyses régulières de la densité capillaire? Ou est-ce que ce n'est pas suffisamment Je pense qu'on pertinent? doit apprendre beaucoup de choses encore dans ce domaine. Donc, introduire l'étude des tumeurs et d'autres pathologies équatoriales dans le champ de l'observation par OCT angiographie, je pense que ce sera un des éléments de l'avenir. Parce que l'anatomie est totalement différente. En ayant affaire à une anatomie totalement différente de relations épithéliopigmentaires choriocapillaires qui permet de voir plus, je pense que dans les maladies inflammatoires, ça va jouer un très grand rôle. Dans les maladies dégénératives, ça va jouer un très grand rôle. Dans les maladies oncologiques, ça va jouer un très grand rôle. C'est un domaine qui s'ouvre devant nous. Merci, monsieur. Juste une petite question. Pourquoi Oui, tous les 2 Joël? mois? Pourquoi l'injection tous les 2 mois? Écoutez, si vous permettez l'expression, c'est Pourquoi parce pas? que ma grand-mère m'a dit de faire comme ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Appel.